Si je vous dis coaching, formatrice, auteur et romancière, ça vous parle ? Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des studios à la rencontre d'une personnalité dont le combat rime avec le mot résilience. Marqué par les tourments, notre auteur a choisi de motiver ses lecteurs en les accompagnant vers le progrès et en les incitant à faire valoir leur potentiel. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Aubréjac. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci à vous d'être venue sur le plateau de Gascogne FM. Donc vous êtes coach motivationnel, auteur et romancière. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents facteurs qui vous ont tourné vers cette vocation, s'il vous plaît ? Oui, on va essayer de faire assez bref. Les différents facteurs, il y en a eu un essentiellement en fait. C'est un combat que j'ai mené, une grosse épreuve médicale que j'ai vécue il y a 14 ans maintenant à la naissance de mon fils aîné, où j'ai fait une virulente septicémie à l'accouchement avec de graves complications derrière qui m'ont entraîné de longs mois d'hospitalisation, de lourds traitements et beaucoup de chirurgie. Et voilà, en fait, c'est ce combat que j'ai mené pendant des mois, des semaines et même des années. Et qu'à un moment donné, j'ai voulu transformer et transmettre surtout des ressources et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait. Cette septicémie, donc cet événement que vous avez vécu, vous en parlez notamment à travers vos podcasts, comme on peut vous suivre sur Instagram a.ccoaching, si c'est bien ça. Oui. Il est d'ailleurs ce combat l'un des facteurs de résilience, vous ayant motivé à ne pas abandonner, comme on peut le voir. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour faire plus ample connaissance de votre histoire, chère Caroline ? La septicémie, pour nos auditeurs et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr. C'est alors ce qu'on appelle une septicémie, c'est une infection générale du corps. D'accord. Et donc en fait, c'est ce que j'ai vécu après mon accouchement. Donc ça a commencé par de la fièvre, forcément, un pic fébrile, ce qu'on appelle. Donc ça a commencé à la maternité. Malgré tout, je suis sortie de la maternité. Les médecins ne s'alarmant pas plus que ça sur mon état de santé. Et 2 jours après, je suis repartie en déchocage, ce qu'on appelle. D'accord. Donc les pompiers, le SMUR sont venus me chercher à la maison. J'ai été en état de choc septique avéré avec une tension proche de 7, des marbrures plein le corps, sur les bras et sur les jambes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un choc septique à streptocoque A. Donc le streptocoque A est une infection nosocomiale très violente et avec de graves complications derrière, qu'on appelle, alors, pour utiliser le jargon médical, une CIVD. Donc c'est une coagulation intravasculaire dissimulée. En gros, mon corps a fait un gros caillot de sang au niveau de mes organes vitaux. D'accord. Et donc j'ai nécrosé des extrémités des bras et des jambes. Oui, c'était assez violent à ce niveau-là. Et lorsqu'on vous annonce du coup que face à cette maladie, infection, il sera plus complexe de faire fonctionner certains éléments moteurs. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Alors sur le moment, pas grand-chose parce que je suis déjà, pour tout vous dire, je me rappelle pas vraiment j'ai des images des pompiers qui sont venus me chercher, etc. D'accord. J'ai été plongée dans un coma artificiel durant 11 jours parce que mes organes s'arrêtaient les uns après les autres. J'ai été intubée et c'est au réveil finalement qu'on a constaté les séquelles. Après, c'est quelque chose qui se fait. Alors, je parle de processus. C'est pas un processus. On est dans le milieu médical, mais c'est vraiment ça. On m'a pas annoncé tout de suite la suite. Voilà, ça s'est fait petit à petit. J'ai suivi de lourds traitements, notamment de l'oxygénothérapie, donc par caisson hyperbare, pour essayer de revasculariser ce qu'on pouvait revasculariser. Et c'est lorsqu'on est arrivé au bout du bout de 60 séances de caisson hyperbare, où le chirurgien est venu me voir en me disant il faut passer sur les amputations. Et donc ils m'ont récupéré en chirurgie plastie et là j'ai entamé donc les opérations chirurgicales. D'accord. Et à travers ces complications, on voit tout de même que à partir d'une certaine année, vous décidez de faire preuve de cette résilience et de un petit peu changer le cours des choses au travers de votre activité, puisqu'en 2021, si je ne me trompe pas, c'était bien en 2021, vous faites le choix donc de travailler pour votre compte, en créant le cabinet A.ccoaching, donc une création qui met à l'honneur plusieurs spécialités pour sensibiliser un public plus large. Est-ce que vous pouvez nous dire
quelles sont les spécialités justement de votre cabinet, quelles sont les spécificités et les objectifs recherchés à travers les suivis que vous proposez en tant que formatrice? Donc moi, effectivement, en 2021, j'ai créé ma société de coaching. J'ai toujours voulu accompagner. Je savais pas trop quel métier était derrière ça, etc. C'est à la naissance de mon deuxième enfant que j'ai vraiment pris conscience que je pouvais aider et que je pouvais transmettre et que je pouvais partager. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé cette société. J'avais à cœur, pour moi, je voulais qu'il y ait une dimension thérapeutique dans mes accompagnements. Je savais pas trop comment ni pourquoi, mais c'était important pour moi par rapport à mon vécu et mon expérience. J'ai suivi une formation professionnelle de coaching. J'ai été certifiée en 2022. D'accord. J'ai obtenu cette certification, mais j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu vraiment intégrer le milieu de la santé. Pour moi, c'était important. Et aujourd'hui, alors, j'accompagne pas forcément que des publics dans le système de santé, hein. J'accompagne tout public, mais c'est vrai que ma spécificité, si je puis dire, ça va être ce rebond, c'est faire transformer un petit peu ces défis en levier d'amélioration. Et vos études alors, si on peut en parler brièvement, est-ce qu'elles étaient tournées vers ce domaine-là ou c'est l'accompagnement, le coaching et cette envie d'accompagner les autres et de les porter vers le haut est venu bien après en vous lançant à votre compte? Non, c'est venu bien après. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le milieu bancaire. D'accord. Voilà. Alors, j'ai toujours eu ça. Hein. J'aimais bien accompagner, prendre en charge les nouveaux, former, transmettre. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et en fait, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment à la naissance de mon deuxième enfant où je me suis dit, j'ai vraiment pris conscience en fait à ce moment-là du chemin que j'avais parcouru parce que finalement, quand on est dans les hôpitaux, le centre de rééducation, etc., on est dedans. On a la tête dans le guidon et en fait, à la naissance de mon deuxième enfant, quand je suis rentrée à la maison et que tout s'est bien passé, que j'ai découvert les premiers mois de vie avec un bébé, ce que je n'ai pas vécu avec mon aîné, et en fait là j'ai pris conscience de j'ai vécu quelque chose quand même d'assez dur. Je suis passée par plein d'épreuves, par plein d'étapes, et il faut que je le transmette, il faut que je le partage et pas que je le garde pour moi. Et on le voit dans la façon dont vous le transmettiez, puisque vous avez notamment quand on regarde vos podcasts sur YouTube ou sur Instagram, qu'on vous suit, il y a quand même beaucoup de conseils autour de la motivation et autour de la santé mentale. Vous pensez que c'est un levier très important encore de nos jours, l'importance de la santé mentale? On doit en parler plus? Oui, pour moi, et puis là, je vais plus faire référence à la guérison, mais pour moi, dans la guérison, par exemple, le mental, pour moi, c'est 80% de la guérison. Il y a effectivement l'aspect physique, mais le mental, si on n'a pas le mental, si on n'a pas une bonne santé mentale, si on n'est pas apte à vouloir rebondir, etc., c'est pas qu'on ne peut pas guérir, mais la guérison sera plus longue et plus difficile. Difficile, et ça passe des fois par des phases très difficiles, notamment pour parler du milieu de l'entreprise. Il y a burn-out qui fait partie d'un des risques psychosociaux les plus majeurs. Je sais qu'en 2025 c'est assez difficile, assez délicat de parler de ça, même si depuis très peu le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle. Donc c'est tout de même un état d'alerte, donc à considérer pour renforcer le parcours de soins aussi, et notamment que vous proposez à travers vos accompagnements. Et en qualité de coach, est-ce que vous parvenez, ou comment en tout cas, vous parvenez à détecter les signes de l'épuisement professionnel? Est-ce qu'il y a, lorsque vous avez des clients, des signes qui sont, comment on peut dire, avant-coureurs, voilà, si je puis dire? Alors, des signes avant-coureurs, oui, on peut les repérer. Ils sont pas systématiquement véridiques, j'ai envie de dire, mais effectivement, un des premiers signes, c'est la perte de motivation et la perte de sens, surtout. C'est à un moment donné, on se réveille un matin et on sait plus pourquoi on fait ce métier-là, pourquoi on a choisi cette voie-là, et qu'est-ce qui nous anime finalement dans ce qu'on a choisi. Et c'est vrai que dans certains de mes accompagnements, ça je le remarque que les personnes se perdent en fait en cours de route dans le pourquoi, le fameux why dont on parle beaucoup, le pourquoi j'ai choisi cette voie-là au départ. Est-ce que le fait qu'on travaille là-dessus et que vous remettiez en question ce domaine-là, est-ce que ça signifie forcément que les personnes que vous recevez ont,
des réflexions, des manques de confiance. Oui, il y a du manque de confiance. Disons qu'en fait, c'est le démarrage de la dégringolade. Oui. C'est-à-dire que on trouve plus de sens dans ce qu'on fait, donc on perd de la motivation, donc on perd confiance en soi, donc on remet tout en question, l'estime de soi, et ça peut aller très très vite dans la dégringolade. Et c'est là où je pense, alors bon, moi je suis pas psychothérapeute et je pense que les psychothérapeutes seront bien mieux placés que moi pour en parler, mais effectivement c'est une malheureusement des portes d'entrée du burn-out. Bien sûr. Comment plutôt parvenez-vous à amener les personnes que vous recevez vers des réflexions positives, à changer un petit peu le mental et peut-être la vision un peu floue qu'ils peuvent avoir sur leur avenir, sur leurs compétences. Comment faites-vous pour mettre à profit les compétences des autres, pour leur redonner confiance justement ? C'est un des outils que moi j'utilise beaucoup dans le coaching. Le coaching, il faut savoir que c'est une énorme boîte à outils où dedans il y a plein de choses et après on pioche dedans un petit peu ce qu'on préfère utiliser. Bien sûr. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est changer les angles de vue. C'est inviter vraiment et accompagner mes clients à changer leur angle de vue. Et c'est ce qu'on appelle les mettre en position de méta, c'est-à-dire qu'on les met en position un petit peu de hauteur pour leur permettre de regarder leur propre situation. Oui. Voilà. Et donc c'est par le questionnement. Moi je travaille beaucoup sur le questionnement. Alors après voilà, c'est quelque chose encore une fois, il y a autant de méthodes de coaching qu'il y a de coach. Moi ma méthode elle est un peu poussive on va dire, dans le sens où c'est vrai que je vais chercher dans le questionnement et vous imaginez un oignon, je vais enlever vraiment toutes les couches. Donc voilà, faut faire attention aussi parce que on peut pas se faire ça avec tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, par le questionnement justement, moi j'amène mes clients à changer un petit peu cet angle de vue. Oui, bien sûr. Et du coup, à peut-être prévenir de certaines maladies professionnelles ou de risques psychosociaux en tout cas. Oui. Parce que là, depuis peu, vous avez certainement dû en entendre parler, le burn-out, ce n'est que depuis quelques semaines qu'il est reconnu comme étant une maladie professionnelle donc par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et donc désormais, des indemnités journalières pourront être versées aux salariés étant en arrêt maladie pour cause de burn-out. J'en parle aussi brièvement parce que, pour parler un petit peu de moi, du côté en dehors de la radio, je travaille dans la sécurité sociale et ce volet maladie au niveau des indemnités journalières par rapport au burn-out, c'est tout récent en fait, on a entendu parler. Est-ce que vous, qui travaillez justement dans cet accompagnement et dans la prise de confiance en soi pour les autres, etc., est-ce que ça vous surprend qu'on ait attendu aussi longtemps pour mettre des mots sur les mots MOTS, sur les mots MAUX ? Oui et non. C'est pas une réponse très franche, je suis désolée. Bien sûr. Mais je pense que en France en tout cas, il y a de la méfiance aussi par rapport à on entend en tout cas beaucoup d'abus ou de choses comme ça par rapport aux indemnités journalières, à la sécurité sociale, aux arrêts maladie, etc. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'on a attendu autant de temps, c'était vraiment d'avoir les tenants et les aboutissants de ce qui en était de cette maladie, parce qu'aujourd'hui on peut parler de maladie, et les conséquences qu'elle pouvait avoir, et les conséquences sur la personne, pour l'entreprise, pour les collaborateurs. En fait, c'est tout un système finalement qui est un petit peu revu quoi. Oui, bien sûr. C'est quand même plutôt aujourd'hui une bonne chose, et puis ça permet aussi de prendre conscience que on peut s'arrêter à un moment donné. C'est une façon de mettre une limite aussi à des horaires qu'on peut nous imposer, ou il faut l'anticiper, même si ça s'anticipe pas trop. Je pense que ça... Mais dans le coaching, vous voyez, juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est aussi quelque chose que moi j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est apprendre à dire stop, apprendre à poser ses limites. Et ça, on le voit beaucoup dans les prémices, on en parlait tout à l'heure, du burn-out, de pas savoir dire stop et de pas savoir poser ses limites. Et on nous l'apprend pas, ça ne fait pas partie, en tout cas on nous l'a pas appris, nous, l'ancienne génération, la nouvelle je sais pas, mais à poser ses limites et à dire à un moment donné, non, ça je peux pas le faire. Voilà. Ça je le fais, ça je le fais pas. Bien sûr, mais ça c'est une preuve aussi d'audace et aussi d'envie de réussir. Je pense que à partir du moment où on se fixe des objectifs,
quelle qu'en soit la quantité, du moment qu'ils sont atteints, je pense que c'est ça qui compte le plus. Hein. Faut pas agir, je pense, au détriment de sa santé mentale, parce que l'équilibre, on va dire, on peut le perdre assez facilement. Ah oui, complètement. Vous qui voyez ces états, j'imagine, assez fréquemment, même si c'est une situation qui n'est pas souhaitable, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui sont peut-être dans cet état mais qui ne parviennent pas à l'exprimer ou même à le détecter en fait? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour se ménager et s'éviter ce genre de situation, même si on le choisit pas? Ouais. Alors, c'est difficile puisque justement, comme vous le dites, il y en a pour beaucoup, c'est difficile de le détecter en amont. Après, il y a quand même des signes physiques qui vont être la fatigue, une fatigue répétée, etc. Oui. Et justement, moi, le conseil, mais ça, c'est un conseil pour tout le monde, c'est de s'écouter, d'apprendre à s'écouter. Ça aussi, ça s'apprend. Oui, bien sûr. Voilà, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps. Parce qu'on a beau dire, mais le corps, il parle beaucoup aussi. C'est vrai. Et aller vers une meilleure connaissance de soi, finalement. De se connaître soi, de connaître ses limites, de connaître ses ressources, de connaître ce qui nous freine, ce qui peut nous freiner, ou au contraire, ce qui va nous motiver. Et plus on aura une meilleure connaissance de soi, et moins on risquera, après attention, le risque zéro n'existe pas, mais moins on risquera d'aller vers ces maladies et ces stops imposés, on va dire. Bien sûr, oui, mais puisque l'on parle d'ailleurs de prévention santé, donc dans la vie personnelle, ces risques psychosociaux se répercutent plus difficilement, puisque on n'a pas les documents sous les yeux qui forcément font de la prévention sur ça, parce qu'en entreprise, au niveau des ressources humaines, souvent on est quand même très prévenu. Or, quand on est chez nous, c'est plus difficile de s'informer. Quels sont, selon vous, Caroline, les signes qui doivent nous alerter au niveau du burn-out? Pour moi, un des signes principaux, c'est la perte d'envie, de manière générale, qui peut finalement être proche de l'état dépressif. On est sur des choses quand même assez similaires, où on a tout simplement plus envie de se lever le matin, on n'a plus d'objectif, on n'a plus de motivation à faire tout ça. Oui. Enfin, encore une fois, je pense que d'avoir un regard sur soi, une écoute de soi et une connaissance de soi, déjà, c'est important. Voilà. Et par rapport à soi, justement, puisqu'on parle de soi, etc., est-ce que vous avez, vous, en tant que coach, peut-être des recommandations à préconiser pour nos auditeurs pour aller vers ce qui leur plaît et pour se ménager contre le burn-out? Est-ce qu'il y a peut-être que vous faites du sport ou il y a des choses qui vous aident au quotidien? Ah oui, moi mon psychothérapeute attitré, c'est mon cheval. D'accord. Je fais de l'équitation. Et voilà, et c'est quelque chose pour moi qui est indispensable, non négociable et c'est vrai que pour répondre à votre question, c'est quelque chose de très important. Moi, mon cheval, il est noté sur mon planning. D'accord. Voilà, j'ai mes moments et c'est non négociable. En fait, je ne prends pas de rendez-vous à ce moment-là. Ça fait partie de mon bien-être, ça fait partie de qui je suis pour accompagner mes clients, pour être bien aussi pour les accompagner. J'ai besoin de ces moments-là. Bien sûr. Et effectivement, donc revenir à ses passions, retrouver ce qui nous anime finalement et ce qui fait sens pour nous et ce qu'on aime faire et on en a besoin. C'est vital. Bien sûr, pour tout le monde. Oui, après c'est sûr que chacun est différent, mais on a tous besoin de se rattacher à quelque chose. Des fois ça peut être au niveau du cercle social simplement, il y en a qui ont besoin de sortir voir leurs amis, etc. Mais c'est vrai que je pense que pour travailler son mental et on va dire se prémunir davantage contre ces symptômes-là, le mieux c'est de se trouver une activité qui nous coupe un peu, qui nous met un peu en autarcie et qui nous permet de réfléchir sur nous-mêmes justement et d'anticiper certaines choses. Ouais, complètement. Donc chère Caroline, nous arrivons déjà bientôt au terme de cette émission. Donc je dis bientôt parce que avant que l'on se quitte, on vous a réservé en fait une petite surprise. Donc c'est une personnalité qui a décidé de se pencher sur votre métier de coach pour en faire
un message, une vidéo qu'elle voulait vous adresser. Nous avons donc parlé des risques psychosociaux ensemble, des troubles musculo-squelettiques, mais aussi donc de vos romans. On va en parler d'ailleurs de l'envie de vivre Ma force sans limite. Si vous voulez, on peut en parler d'ailleurs maintenant avant de passer. Je propose avant l'auditeur. Alors, je vois que vous avez le roman avec vous, chère Caroline. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce roman ? Tout à fait. Alors, c'est pas un roman, c'est une biographie. Autant pour moi. Pas de souci. Un témoignage de vie, on va dire. Alors, une biographie parce que c'est mon histoire. D'accord. Un petit peu romancé quand même, pour le rendre un peu plus fluide. Mais ça reste un témoignage de vie. Et c'est mon histoire, mon vécu. Alors, pas que mon combat que j'ai mené à la naissance de mon fils, puisqu'on démarre à ma naissance. Bien sûr. Parce que voilà, rapidement, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie. Notamment, j'ai grandi avec un papa gravement malade toute ma vie. D'accord. Voilà, mais qui m'a forgé une expérience et une expertise de vie aussi. Et en fait, tout ça est raconté dans ce livre. C'est comment, malgré les tempêtes de la vie, on continue d'avancer malgré tout. C'est un petit peu aujourd'hui comment je coach aussi, et c'est un petit peu les accompagnements que je fais aussi. Alors évidemment, il y a une grande connotation médicale parce que et mon père a été gravement malade et moi j'ai vécu une épreuve médicale quand même assez lourde. D'accord. Donc il y a cette connotation médicale et notamment qui amène à pourquoi aujourd'hui j'interviens beaucoup dans le système de santé et comment. Voilà, tout ça est raconté dans le livre. Et oui, parce que c'est vrai que notamment pour les jeunes de mon âge, etc. Pour vous dire, moi j'ai 25 ans et c'est vrai que malgré le fait que que j'exerce un métier, que j'ai des passions, etc. On n'est jamais sûr de ce qu'on va être dans 5 ans, etc. Et je pense que ça peut corréler aussi avec votre roman, c'est-à-dire que peu importe d'où l'on part, même si l'avenir est trouble un petit peu, c'est pas une raison pour se laisser en fait malmener par ses émotions ou autre. Tout à fait. C'est ça, bien sûr. Tout à fait. Bien et sûr. Puis alors après ça c'est ma façon de voir les choses, mais bien de sûr. faire confiance aussi à la vie. Voilà, moi c'est quelque chose. J'ai toujours, malgré ce que j'ai vécu, malgré les tempêtes de la vie que j'ai rencontrées, malgré les épreuves très dures que j'ai vécues, j'ai toujours fait confiance à la vie et je continue à faire confiance à la vie. Bien sûr, c'est une très belle métaphore. Merci. Bravo à vous, Caroline. Puisque donc on a mis à l'honneur votre métier, aussi le volet médical, en parlant des risques psychosociaux, du burn-out et d'autres symptômes qui peuvent être liés à la maladie. On a parlé des multiples maladies recouvrant le volet santé et qui sont reconnues par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, notamment le burn-out. Donc on a une invitée surprise qui a décidé de vous adresser un message et donc de vous poser une question. Donc cette invitée, c'est Myriam Muraro, qui est psychothérapeute et aussi DJ en passion, mais psychothérapeute de métier de base, de profession. D'accord. Et donc voilà, elle a tenu à vous adresser un message et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous mettre en corrélation parce que vos domaines se corrèlent justement. Je vous propose qu'on écoute le message. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Myriam Muraro. Je suis actuellement DJ, mais j'ai été psychothérapeute pendant une dizaine d'années. Je vais bientôt ouvrir une ligne d'écoute téléphonique inspirée de ce parcours. Alors ma question pour toi est la suivante. Comme coach, tu observes quoi le plus souvent ? Est-ce que les personnes qui viennent à toi sont prêtes à s'investir dans la durée pour vraiment passer à l'action ? Ou bien est-ce qu'elles attendent des résultats rapides, presque immédiats ? Et comment toi tu gères cette tension entre le temps nécessaire pour avancer et la pression d'obtenir vite un changement ? Merci à toi pour ta réponse. À bientôt. Voilà, merci Myri qui est avec nous. Merci Myri, chère Caroline. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre invité ? Alors déjà, merci pour la question. Alors pour répondre à la première question, moi je suis plus sur quelque chose qui se fait par étapes.
Mes clients, alors là je vais être plus sur le coaching individuel, le coaching collectif et coaching d'équipe c'est un petit peu différent parce que c'est un petit peu plus structuré et organisé, mais le coaching individuel on va être plus sur un changement profond. Moi ce que j'aime dire dans le coaching c'est que je viens un petit peu déprogrammer une programmation qui a été faite. Elle est là, elle a été faite pour une bonne raison, par l'expérience, par l'éducation, par l'environnement dans lequel on a évolué, etc. Sauf qu'à un moment donné, les clients, ils m'appellent parce que soit ça fait plus sens, soit ils sont plus alignés avec ce qu'ils voulaient faire, soit, enfin voilà, il y a plusieurs problématiques comme ça. Et en fait, moi, je vais être plus dans un vrai travail de fond, donc qui prend du temps, c'est étape par étape, pas forcément à chercher le résultat de suite et le changement de suite, bien sûr. Parce que ça c'est quelque chose qui est impossible. Et moi si effectivement j'ai un client qui vient me voir et qui me dit voilà, je voudrais des séances de coaching mais dans un mois je vais être transformé, en fait je le prends même pas, ça ne sert à rien. Oui, tout à fait. Voilà, le coaching c'est vraiment, c'est un entraînement comme un coach sportif, sauf que là c'est pour au niveau mental on va dire. C'est une formation. Mais en fait, voilà, c'est une formation. On développe des compétences. Bien sûr. Et c'est c'est obligatoirement quelque chose qui doit se faire par étapes. Moi, mes clients, j'aime les voir. Alors après, je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais moi, c'est une fois par mois, pas plus. Pour moi, ça ne sert à rien parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est que mes clients, ils travaillent malgré tout. En autonomie, parce que c'est ça aussi, mon rôle, mon but, bien sûr, c'est que mes clients n'aient plus besoin de moi. C'est-à-dire qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à gérer des situations de stress, qu'ils arrivent à gérer des situations d'inconfort, parce qu'on sera allé sur une véritable introspection, parce qu'on sera allé chercher les ressources, on sera allé poser des limites, on sera allé verbaliser des émotions, et voilà. Et tout ça fera que mes clients, le jour où ils rencontrent une situation de stress, parce qu'ils en rencontreront dans leur vie, ils sauront le gérer. Ils ne seront pas bloqués Exactement. ou surmenés des fois, parce que ça peut être aussi lié. On peut ne pas savoir gérer une situation parce qu'on ne maîtrise pas nos émotions, et c'est vrai que c'est très important de faire ce suivi. Donc je pense que les conséquences les retombées, on va dire, parce que conséquences c'est plus dans le sens négatif. Donc les retombées ne sont que positives finalement. Donc chère Caroline, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission de Culture et Loisirs, donc sur Gascogne FM. Donc c'est votre première dans les 107.3. Quelle est votre impression sur cette première émission? Mon impression est très bonne. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation et pour l'accueil. Non, c'était très intéressant d'aborder par ce biais-là. Et effectivement, la santé mentale, je pense que c'est quelque chose d'aujourd'hui, on ne peut pas passer outre. C'est très important d'en parler. Et voilà, j'ai été ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Merci beaucoup, merci à vous. J'ai été ravi aussi. J'espère que nos auditeurs également. Sachez que vous pouvez revenir quand vous voulez à la radio, ici. Voilà, vous êtes dans votre studio. Merci. Si vous souhaitez revenir, c'est avec grand plaisir. On va également saluer nos auditeurs à l'écoute du son pop rock, à l'écoute de Gascogne FM et de l'émission Culture et Loisirs, toujours au rendez-vous. Est-ce que vous avez un dernier message à leur faire passer, peut-être? Oui, j'ai envie de dire de jamais arrêter de croire en vous. Et de jamais arrêter de croire en vos rêves, même les plus fous. Voilà, c'est un excellent levier motivationnel, j'ai envie de dire. Ne jamais se mettre de barrières. Exactement, rien n'est impossible. Bien sûr, notamment par le biais de l'écriture de votre livre, donc que vous avez ici avec vous, qui s'intitule L'envie de vivre, ma force sans limite. Est-ce que, avant de se quitter, vous pouvez nous en dire quelques mots, et où est-ce qu'on peut retrouver ce roman pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. Alors, il est disponible sur mon site internet, www.carolinebrejac.com, tout simplement. Donc disponible sur mon site, vous pouvez le commander. Pour l'instant, c'est moi qui gère les envois, donc vous aurez même droit à une petite dédicace faite par moi-même. Voilà, donc c'est un livre que j'ai commencé à écrire seule, mais c'est un métier d'écrire. Bien sûr. C'est pas le mien. J'en fais beaucoup, mais pas celui-là. Donc je me suis fait accompagner par une biographe, Sophie Tepper, qui est sur Paris.
et qui m'a vraiment accompagnée dans l'écriture du livre. Et notamment, pour moi, c'était important parce que voilà, c'est un livre qui raconte pas que des choses drôles, des épreuves de la vie parfois un peu dures. Et pour autant, je voulais pas en faire un livre dramatique. Oui. Je voulais qu'il garde ce côté optimiste et positif de qui je suis finalement. Hein. Malgré tout, la vie est belle. Oui, bien sûr. Et donc, c'était important pour moi de pouvoir transposer ces émotions qui sont parfois dures et parfois un peu violente en quelque chose de positif. Et donc ça, elle a réussi à le faire parfaitement. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Eh bien écoutez, chers auditeurs, les commandes sont ouvertes. Vous pouvez d'ores et déjà le commander. Voilà, chère Caroline, encore une fois, merci. Et à très bientôt dans les 107.3. Eh bien avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.